Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Kwehowiti, ici Louis-Carl Picard-Sioui et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Tout d'abord, notons que cet entretien vous est présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres 2021. Nous tenons d'ailleurs à remercier BCF Avocats d'affaires, partenaire présentateur des entretiens et des journées de réflexion du festival. La présente activité vous est offerte en collaboration avec Kwayatonk dans le cadre de l'initiative ECHO du 10e Salon du livre des Premières Nations. Notre invité d'aujourd'hui n'a plus besoin de présentation. Il est chef d'antenne, animateur, reporter d'enquête et évidemment auteur à succès. Né allemand en 1960, il détient une maîtrise en histoire de l'Université du Québec à Montréal et œuvre dans le milieu du journalisme depuis 1985. Il a de nombreux romans à son actif et en lancera un nouveau la semaine prochaine. Issu de la communauté de Mastawiats, son roman Coucoum s'est mérité le prix France-Québec l'an dernier. Accueillons donc le seul et unique Michel Jean. Quoi, Louis-Carl? Quoi, tout le monde? Quoi, Michel? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es un homme occupé de ce temps-ci, disons, avec tes 1000 activités professionnelles. Et je vais essayer de prendre ça relax. On se connaît un peu d'ailleurs, alors c'est le fun de te retrouver. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec toi, Lucas. Je suis content d'être là. Puis je suis toujours disponible pour parler de livres. Moi, dans la mesure où on est capable, ça me fait tout le temps plaisir. Michel, tu œuvres en littérature depuis plus de 10 ans, en fait. Ouais. Si je me rappelle bien, ton premier livre, c'est en 2008. Tu me corriges? Si Oui. Une série de romans, donc plusieurs que j'ai adorés personnellement. Merci. Et l'année passée, je me rappelle très, très bien, à peu près, un petit peu plus tard, là, je me rappelle, c'est dans le cadre du Salon du livre virtuel 2020, une grande nouvelle est arrivée. Michel Jean reçoit le prix France-Québec pour son roman Coucou. Ouais. Et je me rappelle de t'avoir accueilli dans le cadre d'une de nos activités virtuelles du salon, le Pestac Bintard, et je t'avais posé une question. Je ne sais pas, je t'avais peut-être pris au dépourvu, mais pratiquement un an plus tard, je veux voir comment tu vis ça peut-être. Je t'avais posé la question suivante. Michel, tu œuvres avec acharnement, avec passion en littérature depuis des années, mais as-tu l'impression que pour une fois, on te reconnaît enfin comme écrivain et non pas seulement comme journaliste d'enquête ou comme le gars de la TV, tu sais? Ouais, mais... Et alors aujourd'hui, avec un an de distance, comment tu vois ça? Ben oui, mais t'as pas tort, Lucas, parce que comment je dirais? Tu sais, les gens... Le public a quand même pas mal toujours apprécié mes livres, puis il y avait un bon accueil, mais c'est sûr que dans les milieux littéraires, ça, les gens avaient ça tendance à dire « Oh, c'est bien, toi, tu fais de la TV, c'est facile, c'est ci, c'est ça, ton livre n'a pas besoin. » En fait, les gens disaient sans le dire, ton livre n'a pas besoin d'être bon pour que ça marche parce que tu es connu à la TV, mais c'est pas comme ça que ça marche là, dans le monde du livre. Les gens, c'est pas parce que les gens t'apprécient comme un journaliste, comme une personnalité à la TV qu'ils voient que nécessairement ils vont aimer tes romans. Tu sais, je veux dire, le combat est à faire. Puis, quand le prix France-Québec est arrivé pour moi, je veux dire, j'étais d'autant plus content que Coucou m'avait été retenu pour aucun prix, quel qu'il soit. Coucou, puis ce prix-là est venu de la France, de lecteurs français. Fait que oui, ça a fait comme
un boom à ce moment-là. Puis sur le coup, tu dis, bon, tu sais, moi, je suis une personne, malgré les apparences, je suis une personne plutôt modeste. Fait que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va soudainement changer ou qui va se penser. C'est pas dans ma nature. Mais j'étais content quand même de voir qu'à partir de, après Cocum, les gens ont commencé à considérer davantage mes romans, à les regarder, à les lire, puis à en apprécier, si je peux dire, la qualité surtout. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir aussi. Fait que ça a été une belle journée, cette journée-là, je me souviens très bien. Puis ça a été une belle aventure depuis ce jour-là aussi. Qu'est-ce que, ça a changé dans la vie de Michel Jean au sens de, euh, écoute, Coucoum est devenu un succès phénoménal au Québec. Juste à temps que tu reçoives ce prix-là, oui, il y avait eu des bonnes critiques, bien sûr. Moi, je l'avais adoré, on en avait parlé. C'est un livre tellement intelligent dans la construction, à la fois dans la construction et dans la sensibilité. Mais qu'est-ce que ça. Le fait que les gens le découvrent, et c'est un succès, écoutez, je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas si tu les sais aussi exactement, mais. Plus de 100 000. Plus de 100 000. Plus de 100 000 exemplaires au Québec, c'est exceptionnel. C'est des succès qui arrivent très, très rarement. On a vu, de ce que je comprends, ça l'a permis à Librex, à Libre Expression, de vider le fonds Michel Jean, c'est-à-dire que les autres livres se sont envolés aussi. Des rééditions, par exemple, de Elle et nous, du vent, Le vent en parle encore. Tsunami, je ne sais pas, mais bon, Tsunami était passé inaperçu à l'époque. Et moi, c'est un roman que j'adorais. Alors, tu sais, qu'est-ce que, dans ta vie, comment tu vois ça? Bien, il y a deux aspects à cette réponse-là. Au plan personnel, ça a changé beaucoup de choses, pour être franc. C'est-à-dire que le succès de Cocum, pour moi, ça a été comme une genre de liberté que ça m'a donné. Parce que ça a fait de moi quelqu'un qui pouvait exister comme écrivain, alors que jusque-là, comme 99% des gens, tu sais, on écrit, on aime ça, mais on n'a pas trop des choix, on prend ce qu'on nous donne souvent. Là, ça me donnait le loisir de choisir, ça me donnait des opportunités. Ça a fait aussi en sorte, et puis l'écriture avait déjà fait ça, c'est que ça me permettait aussi de trouver quelque chose qui est valorisant, où j'ai l'impression d'être moi-même, puis de me réaliser en dehors du journalisme et de la TV. Puis, alors ça, pour moi, c'était très important. Ce que ça a changé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert mes livres, qui ne les lisaient pas. Puis je l'ai vu d'abord dans les librairies. Tu sais, il y avait beaucoup de librairies où mes livres n'étaient jamais là. Puis je sais parce que j'y allais souvent, je les encourageais souvent, ces librairies-là, malgré tout. Souvent, c'était des librairies que j'aimais en plus, où j'avais ma carte d'abonné. Je vois régulièrement. Moi, je suis un amateur, je suis un lecteur d'abord. Puis, donc, ça permettait d'exister davantage comme écrivain. Puis, ça a permis à davantage de personnes de découvrir mes livres. Ça a fait donc en sorte que ça m'a donné comme... C'est comme d'être sur ton voilier tranquillement, puis tu sais, tu t'avances tranquillement au petit vent, puis de temps en temps, tu rames, puis de temps en temps, le vent te pousse. Là, à un moment donné, tu pognes une bonne draft qui te donne quelques nœuds confortables pour avancer. Donc, ça m'a donné de la vitesse que j'ai beaucoup aimé. Puis qui m'ont ouvert des portes sur plein de choses, à l'étranger aussi notamment. Même si Cocum était déjà vendu en France, mais tu sais, là, à cause du succès, tu sais, l'Allemagne, l'Espagne, une négociation avec l'Ukraine, tu sais, on négocie avec le Japon. Fait qu'il y a des pays qui s'intéressent à ça parce qu'il y a un phénomène. Bon, tu sais, après ça, il faut que les gens apprécient le livre. Là, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais ce n'est pas des choses qui seraient nécessairement possibles. Puis l'autre chose aussi qui était importante pour moi, c'est que moi, quand même, tu sais, pas autant que toi, là, pour qui c'est un sacerdoce, mais le soutien à la littérature autochtone, ça a beaucoup de place pour moi. C'est important. Puis je dis toujours que j'essaie de faire au moins ma part, puis faire mon bout de chemin. Puis à toutes les fois que j'ai vu Cocum dans un palmarès, ça me fait toujours chaud au cœur parce que je me dis que c'est un livre autochtone écrit par un auteur autochtone. Puis ça, déjà, en soi,
ça dit beaucoup. Puis le prix France-Québec, qu'est-ce qui a été le fun? C'est que, oui, quand Cocum est sorti, tu sais, il y a quelques personnes qui en ont parlé, mais dans les médias comme tel, il y avait un article dans le Journal de Québec et de Montréal. C'est à peu près tout, tu sais, il n'y a pas eu de critique. Cocum avait été retenu pour aucun prix littéraire, même pas au prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont il raconte une bonne partie de l'histoire. Et donc, c'est venu par la France. Tu sais. Puis ça, c'est pour moi, il y avait comme quelque chose de... Nul n'est prophète en son pays, hein? C'est ce qu'on Ouais, dit. exactement. Puis là-bas, en France, personne ne me connaissait. Parce qu'il y avait les finalistes, c'est comme le prix France-Québec, il y a une présélection qui est faite par des gens, puis après ça, c'est les associations partout en France qui votent. Et à la rigueur, David Goudreau est plus connu que moi parce que c'est un slammer, puis il était finaliste aussi. Alors, il n'y avait personne qui savait qui était Michel Jean. Fait que pour moi, c'était le texte qui était jugé. Fait que c'était comme une réponse à tout. Si je le dis au plan personnel, des fois, quand tu es tout seul en train de prendre un verre de rosé dans ton salon alors qu'il fait chaud un soir d'été, tu te dis, bon, mais c'est comme une réponse à tous ceux qui disent, bon, on sait bien, toi, c'est facile. Tu sais, t'es connu à la TV, mais c'est pas venu par ça. Fait que tant au plan personnel qu'au plan communautaire, le prix France-Québec a eu beaucoup d'impact pour moi. Et si on regarde ça d'une autre façon, ce succès-là, qui, je le répète, d'après moi, est entièrement mérité, si je comprends, merci, je pense que c'est assez clair ce que tu nous expliques, mais est-ce que ça met de la pression sur les épaules à Michel Jean pour l'avenir? Un succès un peu instantané. Je ne veux pas dire instantané parce que ça fait plus de 10 ans que tu travailles, mais tu sais, le livre était sorti, ça faisait 1 an pratiquement quand il a gagné le prix. Et là, tout d'un coup, il y a un succès. Est-ce que Michel Jean sent de la pression maintenant sur ses épaules? Oui et non. Oui, parce que c'est sûr que là, les gens ont des attentes parce qu'ils ont vu ton livre, etc. Non, parce que, tu sais, je suis conscient qu'il n'y aura jamais un autre succès comme Cocum. Ça arrive une fois dans la vie d'un auteur, ça arrive, c'est comme un chanteur qui a une fois quelque chose, une chanson qui est en synchronicité avec son époque, résonne. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je pense que le succès de Cocum, c'est au-delà de moi, de l'histoire, c'est que ça arrive dans un moment où les gens ont besoin, puis que Cocum répond à ça aussi. Ça contribue, je pense. Fait que ça arrivera jamais 2 fois. Je suis content que ce soit arrivé une fois. J'en profite. Tu sais, je prends tout là, dans ça. Fait que donc, je sais que ce ne sera jamais pareil comme ça. Donc, je n'ai pas des attentes par rapport à ça. C'est par rapport aux ventes, par rapport à... Bon. Mais oui, là où ça en a, c'est sur la qualité du texte. Parce que, tu sais, je veux dire, à la base, moi, je dis tout le temps que, tu sais, Cocum, c'est le bouche-à-oreille d'abord qui a fait son succès. Parce qu'après 1 an, on en avait vendu 5500, si je me souviens bien. Ben, c'est déjà un best-seller, tu sais, au Québec. Puis j'étais content de ça. C'était déjà mon meilleur vendeur. Puis il y avait un article dans le journal, à peu près. Personne n'en a beaucoup parlé dans les médias. Mais les gens, tu sais, le livre devait être pas si pire parce que les gens lisaient, s'en parlaient, ça spinait. Puis on réimprimait. Puis c'est comme un livre, on appelle ça un livre de fond, mais c'est un livre qui a fait son chemin par l'amour des lectrices et des lecteurs qui en parlaient. Et ensuite, tu sais, quand est arrivé le chose, c'est qu'à la base, la plupart des gens, les critiques étaient positives. Tu sais, la cote sur Goodreads, je pense qu'elle est de 4,60 quelque chose. Tu sais. Fait que les gens l'ont aimé. Fait que là, tu ne veux pas que les gens trouvent que ton autre livre est sloppy, pas bon, moins bon. Tu sais, ils peuvent... Ça, j'ai beaucoup travaillé sur le prochain, parce qu'ils peuvent aimer moins l'histoire. Parce que, tu sais, dans Cocum, il y a plusieurs choses qu'on peut aimer, le ton, le mandat, le personnage. Il y a plein de choses. Comme dirait Jacques Poulain, la petite musique qu'il y a autour du livre, la voix dans le mandat. Mais je ne voudrais pas que les gens trouvent que le prochain roman est comme pas du même niveau. Fait que ça, j'ai beaucoup de pression. Ça, c'est plus moi par rapport à moi, tu sais, que par rapport aux ventes. Tu sais, je ne voudrais pas que les gens soient déçus. Alors, ça a fait en sorte que je suis quand même quelqu'un qui travaille déjà beaucoup ces romans. Tu sais, comme je l'avais beaucoup travaillé. Mais Joe Jagger, je l'ai aussi beaucoup travaillé. Voyons ça comme quelque chose qui me pousse à l'excellence, tu sais, ou au meilleur de moi-même. Ce serait peut-être plus juste. Faut pas que tu t'assoies sur tes lauriers, là, tu sais, c'est ça. Non, c'est le mais c'est pas contraire. ton style, de toute façon. Non. C'est pas Michel Jean, ça. Non, parce que je suis une personne qui doute tout le temps, puis qui malgré les apparences, je sais que souvent les gens disent « Ah, tu as l'air confiant et tout ça », mais
oui, je suis capable mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, quelqu'un qui est souvent inquiet des affaires, quelqu'un qui est très critique face à soi-même, face à ce que j'ai écrit. Puis je souffre du syndrome après avoir écrit mon roman ou être dedans pendant leur lisant, puis le syndrome, c'est de la mort. Alors, tu sais, que beaucoup de collègues ont. Comme nous Mais tous, Michel. ça, c'est tout un peu ça jusqu'à un certain point. Mais c'est ça. Alors, pour moi, c'est ça. Tu sais, je suis réaliste. Puis, c'est ça. Je pense que je prends ça de façon réaliste. Michel, moi, quand je regarde ton œuvre, il y a comme deux axes. Ton œuvre littéraire, bien sûr, bon, on pourrait dire trois, parce que tu es reconnu, entre autres. Bon, il y a certains de tes romans qui sont davantage, bon, je pense à un roman particulier, peut-être plus davantage un roman d'amour. Tu sais, tu as quand même les liens humains. Mais après, tu as les axes de ta série davantage d'enquête. Hein? Bon, ton premier livre, d'ailleurs, qui était bon, des histoires d'enquête plus personnelles que tu avais fait. Ton personnage de Jean-Nicolas Legendre, quand même, qui a eu le droit à quelques aventures. Et tu as la série qui est plus l'exploration, je dirais, de tes racines autochtones et de ton lien à l'autochtonie. Et les deux se croisent à certains moments donnés. Hein? Je pense que ça va avec ta démarche identitaire. Et j'aimerais ça peut-être que tu nous glisses un mot là-dessus, cette démarche-là. Parce que les gens, c'est sûr, Michel Jean, l'ont connu à la télé, l'ont connu comme reporter, puis reporter d'enquête d'abord. À l'époque, tu ne t'affichais pas nécessairement comme autochtone, comme Innu. Techniquement, et là, tu me dis si je me trompe, mais techniquement, légalement, tu as été reconnu comme Innu avec le changement de loi en 2010. Ouais. Bien sûr, tu connaissais tes racines à Mashtawiyat, tu avais de la famille là-bas, tu les visitais depuis tout jeune. Comment que ça a évolué depuis, je dirais, les 10 dernières années? Comment ton art est lié aussi à ça, ton écriture et ta démarche identitaire quand tu te regardes dans le miroir, dire « Moi, Michel Jean, Innu », tu sais? Ouais. Quand j'ai commencé à écrire, je n'étais pas poussé par une démarche liée à la littérature autochtone. J'étais poussé par l'amour de la littérature. J'ai écrit Un monde mort comme la lune, j'ai écrit Une vie à aimer. Puis là est décédée ma grand-mère, de qui j'étais très près. Puis je l'ai raconté ça dans Atuk et Innu, mais quand l'élément qui était comme l'élément, le point tournant dans ma vie, parce que tu sais, moi j'avais plein de questions, tu sais, quand je posais à ma famille, à ma grand-mère, qu'elle m'apprenne la langue, etc. Mes deux frères, eux, n'étaient pas comme ça, il n'y avait pas cette curiosité-là. Mais moi, j'entendais Cachine, qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson? Puis ma grand-mère, elle disait, ils ne parlent même pas comme nous autres, ça me décevait, hein? Non, c'est pas pareil. C'est parce que c'était pas le même accent à Mashtuyas qu'à Wahat. Puis, mais tu sais, j'avais jamais de réponse. En partie parce que j'ai appris plus tard que c'était pas la bonne manière d'avoir des réponses, de poser 50 questions. C'est pas nécessairement comme ça que les gens vont te répondre. Je suis pas devenu journaliste pour rien. mais ça ne m'a pas donné les réponses que j'espérais de ma grand-mère. Puis il y avait toutes sortes de raisons à ça. Mais puis quand elle est décédée, à ses funérailles, bon, tu vois, on a fait les funérailles. Puis il y avait tout le côté de Mashtuyas qui était là aussi parce qu'elle avait encore un de ses frères qui était vivant, les cousines de ma mère, les tantes, tout le monde était là. Puis quand on est venu pour fermer le cercueil avant d'aller à l'église, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Puis les gens ont commencé à prier en Innu, en chantant. Puis c'était comme une scène de film. C'était tellement émouvant. Là. On est tous venus les larmes aux yeux. Puis là, c'était là, je me disais, il y a tout ce côté-là qui pour moi, que je me pose des questions depuis que je suis jeune, puis que je ne sais pas, puis les gens étaient là. Puis après ça, on était là au restaurant. Puis Jeannette, qui s'appelle comme ma grand-mère, qui est la cousine de ma mère, la fille d'Antonio, qui était le frère favori de ma grand-mère, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, il faut que je te parle. Bon, moi, c'était la première fois que je la rencontrais en personne. Mais ça m'arrive souvent, tu sais, dans mon métier de TV, les gens t'ont vu. Elle a dit, il faut que je te dise quelque chose, Michel. J'ai dit, oui. Elle dit, toi, Michel, elle a dit, l'Indien, là, tu l'as en toi. Je dis, ben, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jeannette, par ça? Elle dit, moi, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, puis les gens sont nerveux, puis il y a beaucoup d'excitation. Puis dans mon métier de journaliste, c'est vrai que j'ai eu des fusils sur la tente, des balles au-dessus de ma tête. Fait que oui, tu sais, j'ai déjà vécu ça. Elle dit, les gens s'énervent, mais elle dit, toi, tu restes toujours calme. Ça, c'est indien. Ça, c'est comme quand tu lances une roche dans le lac, tu la refais pas. Quand tu es là, tu ne la vois plus, mais si tu es dans le fond du lac, tu la vois descendre la roche. Ça a creusé dans ma tête, là, ça a tourné longtemps. Tu sais. Puis là, parce que dans le fond, Jeannette, elle me disait,
moi, j'ai toujours, c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai que je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère, mais Jeannette me disait non, c'est un trait culturel. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi la part d'Autochtone qui a survécu à moi d'avoir été élevé en milieu alloctone, dans un environnement où personne n'en parlait, où mes tantes en avaient un peu honte aussi parce qu'elles se sont fait écœurer quand elles étaient jeunes, etc. Pas qu'elles avaient honte d'être autochtones, mais tout ce qui avait un lien avec la culture autochtone était tellement méprisé à une certaine époque qu'elles en ont souffert, tu sais, puis ça laisse des blessures. Tu sais. Fait que c'est quoi qui reste? Puis là, la démarche a commencé là. Puis, alors, je me suis posé ces questions-là pendant longtemps, puis j'ai eu l'idée d'écrire un livre où j'explorais ça. C'est quoi la part d'Autochtones qui survit? Puis ça a donné le livre Elinou qui est paru en 2012. Puis après Elinou, ben, Jeannette, elle m'a parlé des pensionnats autochtones. Puis là, je découvrais quelque chose parce que je connaissais les pensionnats autochtones. J'en avais visité. Je suis allé à COSS où on a trouvé plus de 700 dépouilles de jeunes enfants plusieurs fois parce que j'ai travaillé pendant 2 ans à Regina. Puis c'est à 1 heure et quart d'auto de Regina. Puis j'ai travaillé en Ontario, il y en avait, mais je n'avais jamais entendu parler des pensionnats autochtones au Québec. Je n'étais pas le seul là, à l'époque. Là. Et là, j'ai voulu raconter cette histoire-là, puis il y a eu la commission Vérité. Là, de fil en aiguille, c'est là que moi, comme mon chemin personnel a commencé, que ça a été lié à l'écriture. Mais en même temps, je n'ai pas écrit que des romans sur la question autochtone. C'est le roman qui s'appelle La Belle Mélancolie. Ça se passe dans le Grand Nord, il y a des Autochtones, mais ce n'est pas que sur ça, parce que Tsunami, après, c'est un personnage autochtone. Tu sais, le journaliste Jean-Nicolas est un autochtone. Il y a Benaki, mais ça se passe au Sri Lanka avec les tigres tamouls. Puis je trouve mais ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ça, c'est intéressant, Tsunami, justement, parce que, entendons-nous, là, Jean-Nicolas Legendre, c'est ton alter ego, tu sais, je veux dire. J'ai donné le nom de mon petit frère, parce que mon frère s'appelle Nicolas Jean, il s'appelle Jean-Nicolas. Ah, bon, tu sais, mais c'est ton alter ego, bien sûr, c'est un personnage de fiction, ouais. Mais qui est probablement le personnage le plus proche de toi, de l'ensemble des personnages. Ah ouais. Bon, à part dans Elinou, bien sûr, où c'est toi, là, tu fais partie du nous. Et dans Tsunami, qui est paru, je ne sais pas la date, 2018 peut-être? 19? Ouais, en tout cas, il fait son coming out et à quelque part, est-ce que il y avait un lien avec ta démarche personnelle, peut-être? C'est une question. En fait, à l'origine, dans Un monde mort comme la Lune, c'est le même personnage, puis on n'aborde pas la question qui est autochtone à ce moment-là. Ouais. Puis je ne sentais pas que c'était nécessaire, puis j'étais dans un autre pensée. Mais quand j'ai écrit Tsunami, là, ma réflexion sur ces questions-là avait changé. Et comme il s'en allait au Sri Lanka, puis qu'il allait dealer avec une minorité là-bas, la minorité tamoule, qui sont en guerre contre le gouvernement, la majorité singalaise, je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun d'avoir quelqu'un qui n'était pas un blanc qui dealait avec un tamoul. Il venait lui-même d'une minorité et dans ses échanges avec le chef des tigres à qui il va parler, moi que j'avais rencontré pour vrai, ben ça le mettait dans une position qui, d'un point de vue de romancier, je trouvais intéressant. Puis en plus, c'est là, comme j'avais commencé à cheminer, je trouvais que c'était le fun d'avoir un personnage autochtone qui soit pas que ce soit, c'est pas le fait qu'il soit autochtone qui est le thème du livre, ça donne qu'il est autochtone. Ça change un peu le livre parce que ça change son point de vue. Elle a une incidence quand même sur la façon dont on le voit l'étranger là, dans le cadre de son métier. Exactement. Ouais. Mais c'est pas un livre sur la question autochtone. Puis moi, ça, c'est important pour moi parce que je pense que les auteurs autochtones, on n'est pas toujours obligé de parler de ce qu'on fait, même si moi, je le fais souvent. C'est pas juste ça, la littérature autochtone aussi. Il y avait comme un peu les deux pour moi, si je peux dire. Par devoir d'exactitude, je veux juste préciser en regardant sur le site web de Koyaton qu'on me confirme que 2017 est sorti le livre Tsunami. Moi, on aurait compris que je ne suis pas bon avec les chiffres. Non, c'est ça. On étudie en histoire tous les deux, mais les dates... Les dates, c'était pas mon fort. Mais c'est ça, 2017, parce que ça a pris 2 ans. Cocom est sorti 2 ans après, en 2019. Je vais faire du chemin sur ce que tu viens de dire, Michel. Tu dis on est... la littérature, les auteurs autochtones ne sont pas obligés de parler juste d'affaires autochtones ou de parler toujours des mêmes thématiques. Et il y a un travail aussi, puis tu en as glissé un mot plus tôt en disant, en parlant un peu de la responsabilité qu'on avait, ou du moins que
tenais de faire place à la littérature autochtone puis aux autres auteurs. Et cette année, en 2021, tu as dirigé ce fabuleux volume WAPK. C'est le deuxième collectif autochtone que tu dirigeais chez Stankey. Le premier, quelques années plus tôt, était Amun, un livre de fond, encore une fois, une excellente réponse critique. Cette année, tu es revenu avec WAPK demain, donc un ensemble d'histoires, 14 auteurs autochtones du Québec, des histoires d'anticipation. Hein? J'aimerais ça que tu nous dises un mot sur cette aventure-là et comment tu te situes un peu face, parce que c'est sorti cette année quand même, là, le printemps dernier. Oui, puis il y a eu un très bel accueil, puis était honnêtement... Amun était le premier recueil collectif avec des auteurs autochtones, puis j'ai cherché longtemps qu'est-ce qu'on... Tu sais, les gens me disaient souvent, tu devrais en faire un deuxième. Je ne voulais pas faire Amun 2. Je veux dire, pour moi, écrire, c'est une vraie démarche. Puis je ne veux pas publier des livres juste parce qu'il faut publier des livres. Je veux que chaque livre ait sa place, puis son message. Puis tant que je n'avais pas trouvé avant d'écrire un roman, il faut que je trouve qu'est-ce que je veux dire. Okay? Après ça, je construis l'histoire. Mais pour un recueil, c'est la même chose. Qu'est-ce que le recueil veut dire? Amun, je voulais faire un statement. Je voulais qu'il y ait une bunch d'auteurs autochtones qui publient ensemble, puis qu'on publie ça dans une maison d'édition populaire qui allait avoir un bon réseau de distribution. Je voulais que ce soit comme un statement. On est là. Puis, WAPK, je voulais que ce soit autre chose. Je ne sais pas trop quoi, ça m'a pris du temps. Puis, ben, tu as contribué un peu, là, je t'ai déjà dit, mais tu sais, toi, tu me parlais du futurisme autochtone, tout ça, puis j'hésitais, puis je me disais, ouais, puis à un moment donné. Les gens ne savent pas, mais je tiens à préciser que dans ta jeunesse, tu étais un grand amateur de science-fiction. Oui, j'ai lu beaucoup. Moi, je peux le dire sans paraître prétentieux. J'ai lu tous les livres importants de science-fiction qui ont été écrits avant 1985. Tous. Prenez-les, pas tous les livres, mais tous les livres importants, là, j'en ai eu quelques centaines de livres de science-fiction. Puis j'avais un intérêt pour ça. J'étudiais la science-fiction. Je lisais des livres sur la science-fiction. Puis les Ursula Le Guin, j'ai tous lu. Vonnegut, Robert Heinlein, Van Vogt. Bon, Zeleny même. Ça. Bon. Mais j'en lis plus maintenant. Tu sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Puis ça m'a pris un certain temps avant de voir comment je pourrais faire. Puis finalement, ben, on a décidé de le faire parce que je me suis dit, bon, ben, ça va permettre d'aborder des questions aussi politiques qui sont dans l'air du temps, etc. Puis c'était une bonne idée. Puis pour moi, WAPK, ben là, c'était aussi une manière. Dans WAPK, il y a des auteurs connus. Tu sais, Lucas pour une présentation, Joséphine Bacon, les gens la connaissent. Natacha Canapé-Fontaine a son public. Tu sais, elle n'a pas besoin de WAPK pour exister. Mais il y a aussi des gens comme Janice, Ottawa, dont c'était la première nouvelle. Il y avait Katia Bacon, dont c'était un premier texte. Il y avait des gens qui étaient moins connus aussi au travail. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Puis je trouvais que c'était une bonne manière. Donc, ma théorie à moi, c'est la théorie du chien de traîneau, ou du traîneau à chien. C'est qu'on prend les gros chiens. Joséphine, c'est drôle à dire, mais oui, ça peut être un gros chien en littérature. Avec Natacha, ça, moi, toi, puis on les met en avant. Puis on met les autres petits chiens en arrière pour qu'ils c'est une première run. Puis tout le monde part à courir. Puis tout le monde va à la même vitesse dans un traîneau à chien. Tout le monde traîne, tire avec tout ce qu'il y a comme capacité, puis ça fait avancer le traîneau. Un collectif comme ça, je vois ça de la même manière. Donc, ça permet à des gens de s'initier, ça permet à d'autres de participer à un projet le fun. C'est pour ça que je dis que moi, c'est comme moi. Tu sais, j'avais le temps parce que j'étais en train d'écrire mon prochain roman. Je me dis, bon, il y a une fenêtre, je peux faire ça en même temps. Je n'avais pas prévu qu'il arriverait le succès de Cocom et tout ça, mais bon. Fait qu'on l'a fait, puis j'étais content, tout le monde embarqué, puis c'était un beau succès. Puis le livre continue encore de trouver des lectrices, des lecteurs. Puis j'étais content de ça parce que moi, je l'ai trouvé encore plus fort qu'Amun. Puis je trouvais qu'il y avait des textes vraiment. Puis tu sais, il y avait notamment le texte de Julie qui était un texte justement où ça ne parlait pas pantoute de questions autochtones. Ça parle de formol. Oui, ça sent le formol quand tu lis sa nouvelle d'ailleurs. Puis c'est une nouvelle très forte. Puis tu sais, je trouvais ça le fun, il y avait une variété. Ton texte à toi était vraiment dans de la science-fiction pure et dure. Mon texte à moi était comme un genre de planète des singes autochtones.
il y avait une variété, puis il y avait des textes optimistes, des textes pessimistes. Et Cindy Weil a fait un beau texte aussi. C'était un premier texte pour elle aussi. Donc, tu sais, puis moi, j'étais un gars d'équipe, fait que je trouve ça le fun. Tu sais, puis j'étais content pour. Tu sais, j'étais juste plate qu'on soit dans la pandémie, qu'on puisse pas se voir ensemble, tout le monde. Mais, puis, quand tu fais un truc comme ça, tu sais, je me dis tout le temps, j'espère que les gens l'apprécient, que chacun y trouve quelque chose qui est le fun. Fait que, non, moi, je suis vraiment fier de Wapke. J'aimais la couverture, j'aimais l'équipe qui a travaillé avec nous sur le livre. Tu sais. Excellente équipe. D'ailleurs, ça, je peux en Oui, témoigner. oui, oui. Une petite question, une petite question pour Louis-Carl, une petite question personnelle. Oui. Dans Amoun, tu nous as présenté la nouvelle Où es-tu, qui est à quelque part un peu ta première exploration au niveau du ton, au niveau des personnages, de ce que deviendra ton roman Coucoum. Hein? Je pense qu'il y a une suite logique dans ta démarche. Est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement d'avoir une espèce de suite spirituelle à Les Grands Arbres, c'est-à-dire ta nouvelle dans un monde post-apo? Est-ce que c'est quelque chose qui, un jour, tu penses que tu pourrais dire Michel Jean écrit un roman de science-fiction, peut-être pas classique, bien sûr, mais Michel Jean essaie de quoi dans le genre? Peut-être. Peut-être. Tu sais, souvent, moi, les choses sont inconscientes. Tu sais, c'est toi qui m'as fait réaliser qu'effectivement, tu sais, Où es-tu, c'était un peu un embryon de ce allait être Cocoon. J'avais écrit au jeu féminin dans Elle et nous, parce que je parlais de Jeannette, puis il y avait déjà un peu ce ton-là qui était là. On l'a retrouvé peaufiné ou différent un peu dans Où es-tu? C'est drôle parce que moi, quand j'avais écrit Où es-tu, tu sais, je me disais, ah, tu sais, c'est une nouvelle. Puis là, j'avais plein de bons commentaires. Puis je trouvais que les commentaires étaient meilleurs que ce que moi, je pensais de la réaction. Puis quand je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, parce que moi, je fais souvent les affaires sans m'en rendre compte. Puis après ça, je me rends compte qu'il y a un lien entre les choses. Tu sais, c'est comme dans l'inconscient, quelque part. Alors, c'est vrai, tu sais, tu me dis qu'il y a un lien entre les deux, puis je n'avais pas pensé sur le coup, mais je me dis oui, c'est vrai qu'il y a un lien parce que tout tient dans le ton, dans l'ambiance, puis dans la façon quand même positive qu'a le personnage dans Où es-tu d'aborder les choses malgré la douleur qu'on retrouve effectivement dans Coco, même si ce n'était pas nécessairement calculé. Alors peut-être qu'un jour après, ça va être autre chose. Je ne sais pas ça va être quoi mon prochain roman après Joe Jagge. Je ne suis pas encore rendu là, je me donne un an là, avant de me lancer vraiment. Peut-être que ça va être avant, là, parce qu'il y a le projet de série TV de Coco sur lequel je vais travailler. Fait que j'attends et je laisse mûrir ça. Peut-être, je ne sais pas. C'est parce que moi, avant de choisir l'histoire, il y a vraiment le sujet. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais? C'est ça qui, pour moi, compte. Qu'est-ce que je veux dire? Dans Coco, je voulais parler de quand des gens ont été forcés, donc de la sédentarisation forcée. C'était ça le thème. Je racontais ça comment. Là, à un moment donné, j'ai décidé d'utiliser l'histoire d'Almanda des Siméon, tu sais. Fait qu'est-ce que je veux dire? Il faudra que je décide qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce qui est important. Là, je me laisse un peu l'esprit en jachère pour déterminer qu'est-ce qui est important pour moi après. Ça veut dire que je peux me garder, il y a encore de l'espoir, là. Je peux me faire croire que ça va arriver un jour. Ça se peut, ben oui. Okay. Je peux garder espoir. Michel, le temps passe vite, puis je m'en voudrais énormément de ne pas prendre du temps pour parler de ton nouveau roman, Joe Jagge, qui va sortir la semaine prochaine en librairie, toujours chez Libre Expression. Tu as eu la générosité de le partager avec moi il y a quelques semaines déjà. Je l'ai dévoré. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion un peu de donner quelques commentaires. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est un livre qui aborde la réalité des Autochtones urbains et plus précisément des sans-abri à Montréal. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter de... On est loin, à quelque part, on est loin de Coucoum, mais au niveau d'un certain temps, au niveau d'une continuité historique, on est très proche aussi. Qu'est-ce qui t'a amené là? Moi, je pense que c'est comme Joe Jagge, c'est comme la conclusion d'une forme de trilogie qui n'est pas dans l'ordre, mais il y a Cocoum, et donc c'est la sédentarisation forcée. Atokelenu, c'est Jeannette, puis c'est les enfants et les petits-enfants d'Almanda, donc où est-ce qu'ils en sont rendus.
comme autochtones dans la vie puis dans leur vie. Et Tiohtià:ke, ben, c'est la suite de ça aussi. Tu sais, c'est beaucoup que tous ces autochtones qui, après les suites des pensionnats, etc., et des problèmes qu'ont connus les communautés, se retrouvent souvent à Montréal. C'est la réalité actuelle. Moi, ce qui était important pour moi, c'était comme... Un jour, j'étais à une émission de radio, puis pendant la pause, il y avait un professeur de littérature. On parlait du livre de Robert Orange, Ici n'est pas ici, puis il dit, ah, ça c'est bon ce livre-là. Il dit, puis c'est vrai que c'est un excellent roman. Puis il dit, tu sais, contrairement aux Autochtones ici, on n'est pas dans le folklore. Tu sais, oh, 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 oh. Je ne disais pas dire ça devant moi. Là. On n'est pas dans le folklore. Je dis, les Autochtones qui sont aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils écrivent, ça fait longtemps qu'ils racontent leurs histoires. Nous, on commence. Laissez-nous le temps de les raconter. Nos histoires elles vont évoluer aussi. On ne peut pas commencer en 10-15 ans qu'on écrit maintenant des romans. Il y avait avant, bien sûr, mais qu'il y a vraiment comme une vague. Tu sais, tu vas te faire. Laissez-nous le temps de les écrire. Puis, mon prochain roman, c'est un peu la suite de ça, dans le cheminement, dans le regard sur la situation des Autochtones. Je voulais vraiment raconter comment... La première affaire qui m'a amené au départ, la première idée qui a germé, c'est que j'étais là, à un moment donné, je me disais, c'est drôle quand même parce que les Autochtones à Montréal, c'est la même chose à Québec, ils arrivent de toutes sortes de communautés différentes, mais ils ont le réflexe de se retrouver ensemble. C'est comme dans une grosse tribu. Les Wendat, les Inuits, les Atikamekw, tout le monde se retrouve ensemble, il y a une solidarité autochtone. Pourtant, c'est des nations souvent culture très différentes, mais il y a ce besoin de se retrouver à Montréal. Puis je voyais beaucoup de gens à Montréal dans la rue, puis les Autochtones, un jour, j'étais dans un café, puis j'attendais, puis il y avait le monsieur qui était en arrière de moi, puis lui, il travaillait à nettoyer les parcs, tu sais. Puis il disait, ouais, ben là, je travaille justement au Square Cabot, puis il faut ramasser les bouteilles, les seringues, puis le monde chiale, etc. Là, je me disais, tu sais, les gens, ils se plaignent des Autochtones dans le parc, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Puis il y a des raisons aussi qui s'appellent pour les Premières Nations, bien sûr, les pensionnats et leurs conséquences. Pour les Inuits, qui s'appelle la situation épouvantable qui est dans les communautés des Inuits Inuk actuellement, puis que c'est le gouvernement du Québec qui est responsable de ça, parce que c'est lui qui a la responsabilité de cette nation autochtone-là. Puis les gens voient après ça les Autochtones dans les rues, puis ben, écoute, on a vu ça dans les régions. Quand on va à Sept-Îles, quand on voit ça, les gens voient la réserve à côté, puis ils jugent. Puis on voit ça à Montréal, ils voient les Autochtones qui débarquent, puis ils jugent. Puis je voulais raconter pourquoi c'est comme ça souvent. Puis qui sont ces gens-là? Puis aussi que derrière ce que vous voyez, il y a aussi une affaire que j'ai toujours aimée, il y a aussi toujours une solidarité entre les Autochtones qui existe, que les gens ne connaissent pas, ne voient pas, mais qui s'expriment de bien des manières dans des réseaux, etc. Donc, tout ça, c'était dans ma tête. Là, tu sais. Puis là, ces affaires-là arrivaient, puis je voyais les gens, puis ces réflexions-là. Puis à un moment donné, je me sens que ça serait le fun de raconter ça. Ça serait la suite, en fait. Tu sais, c'est les arrière-petits-enfants d'Almanda, en réalité. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Tiohtià:ke, qui, en langue mohawk, veut dire Montréal. Et j'ai raconté ça. Puis là, à un moment donné, comme tout le temps, j'avais cette idée-là. Puis une fois que je sais ce que je veux dire, comment je le raconte, ben là, je commence à y penser. Puis dans ma tête, ça travaille longtemps. Puis là, j'ai pensé au personnage d'Élie, qui a été condamné parce que, bon, il a tué son père. Ça me permettait de parler en même temps de la justice autochtone. Tu sais, les gens, souvent, les Autochtones peuvent être bannis à vie. Tu parles aux Québécois, tu sais, ils vont banaliser ça, tu sais, banni à vie. Yeah, right? C'est pas une peine. La prison, c'est une peine, mais peut-être que pour quelqu'un qui a toujours vécu dans une communauté, être banni, c'est un traumatisme quand même important. Oui, l'exil, oui, donc tout à fait. Ça, Et d'ailleurs, pour revenir, oui, je veux juste souligner un fait, puis tu parles de Élie, hein, Élie Missinapeo, qui est ton personnage principal qu'on suit dans ce nouveau roman-là, bon, qui vient de la Basse-Côte-Nord, qui arrive, qui fait de la prison. Et bon, on ne spoil rien, on ne fait pas divulgation, on part du début, hein, c'est le début du livre. Donc, et c'était nécessaire pour toi, ben, de toute façon, je pense, dans tes romans, c'est toujours le cas. On s'attache aux personnages aussi. Donc, c'est pas... Oui, tu abordes toute la question de la ville vue d'un point de vue
disons, de la rue, beaucoup, et des Autochtones, mais on se reconnaît bien dans ce personnage-là. À quel point c'est important pour toi de bien ancrer ce personnage-là? Euh, Ce personnage qui est fort intéressant. En tout cas, il évolue évidemment au fil du récit. Il y a, autant que Koukoum avait pas beaucoup d'espoir, hein? Plus qu'on avance dans le récit, moins qu'il y a de l'espoir. C'est un peu le contraire de Tiohtià:ke. Tu sais, quand même, il y a des ouvertures, sans trop en dire, évidemment, dans le récit, mais est-ce que c'est un choix? Tu te dis, moi, je pars avec... oui, il y a d'autres personnages, mais j'ai un personnage principal. C'est pas nécessairement un roman avec 10 voix. Là, il y a une voix principale et on suit sa vie, finalement. Et les personnages sont autour de lui, tournent autour de lui, les autres personnages, parce que c'est vraiment Élie. Mais moi, c'est que je l'ai aimé tout de suite, moi, Élie, parce que il est comme beaucoup d'entre nous, dans un certain sens, victime des événements, des circonstances, mais il va quand même, à travers beaucoup de gens qui vont l'aider, de situations, de gens qui vont jouer un rôle déterminant pour lui, il va trouver de la lumière à travers tout ça, à travers tout ce qui paraît sombre aussi. Puis ça, je suis un peu comme ça. Tu sais, je suis le fatigant qui, quand tout va mal, je suis toujours celui que la personne a besoin d'être réconfortée. Puis, ça, puis je suis toujours le fatigant qui dit oui, mais tu sais, il va arriver ça qui va être positif. Tu sais. J'ai toujours comme accroché, moi, à cet aspect-là. J'ai toujours l'espoir que les choses s'améliorent. Donc, il y a des personnages qui... Tout le monde, il y a des personnages pour qui les choses vont s'améliorer, il y a des personnages pour qui non. Mais il y a des personnages... Puis je voulais aussi qu'il y ait des personnages qui vont sortir de la rue, il y en a d'autres non. Parce que, tu sais, je voulais pas que ce soit... Puis il y a des personnages qui sont pas dans la rue non plus. Tu sais, je voulais pas que ce soit juste des itinérants. Je voulais montrer qu'il y en a des gens qui font autre chose. Il y en a... Quand on s'en va à un moment donné dans le Grand Nord, on rencontre des gens qui vivent très bien dans le Grand Nord, puis qui ont une fierté, puis que, tu sais, puis pour la même chose à Montréal, tu sais, puis il y a des personnages, il y a un personnage dans le fond là-dedans qui est un peu comme moi, mais c'est un personnage féminin dans le roman, tu sais, mais on a un peu le même background. J'ai fait un peu vivre les affaires comme moi. Je l'ai vécu parce que j'essaie de mettre plusieurs facettes de c'est quoi la réalité des Autochtones pour que quand on lit le livre, on s'attache au personnage d'Élie puis à sa quête, parce qu'au bout du compte, c'est une quête qui commence un long chemin au début là-dessus. Puis où ça va l'amener, c'est ça la question que le lecteur va être appelé à suivre. Mais il y a beaucoup de personnages qui autour de lui vont l'aider positivement, négativement. Puis c'est à lui qu'à un moment donné d'arriver à faire ces choix-là. Mais moi, je l'ai aimé tout de suite, Élie. Moi aussi. Puis, moi aussi, je te confirme, il est très attachant. Il doute de lui. Il a des bonnes raisons de douter. Il doute de lui, mais en même temps, il y a du bon dans lui aussi. Puis je pense que des fois, on est souvent comme ça, on a du bon, mais des fois, c'est pas le bon qui ressort. Mais le bon est encore là des fois, tu sais. Parfois, le bon peut sortir par la suite. Alors, puis j'ai choisi dans le bon de ramener des personnages que j'avais dans d'autres romans. Tu sais, j'ai ramené... moi, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que maintenant, je crois qu'on va devoir parler du Michel Jean-verse, c'est-à-dire l'univers littéraire de Michel Jean. Bon, écoute, c'est une question de préférence personnelle, je suppose. Moi, j'aime toujours quand on entre dans l'univers d'un auteur, d'avoir des petits clins d'œil, des personnages qui se croisent, qui des fois peuvent être juste très peu présents, hein, dont, bon, il y en a un qui revient justement pour la 3e fois, si je ne m'abuse, dans ton œuvre et qui est très peu présent, mais tu en as 2 autres qui ont un rôle fondamental dans le récit. Alors, on n'est pas obligé d'avoir lu les autres livres pour comprendre cette histoire-là, mais pour le lecteur qui te suit, c'est du bonbon. Oui, parce que si tu n'as pas lu Le vent parle encore, tu ne sais pas qui est Jimmy, puis qui est Audrey Duval, l'avocate. Si ce n'est qu'à un moment donné, on comprend qu'eux autres se connaissent, qu'ils ont déjà travaillé sur des choses. C'est assez vague, tu sais, puis c'était fait exprès pour que ce ne soit pas une diversion pour les gens qui n'ont pas lu Le vent parle encore, mais qui était aussi comme un clin d'œil pour les gens qui ont vu Le vent parle encore, qu'eux autres vont comprendre l'allusion qu'il y a dans ça, tu sais. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir lu le livre, mais si tu l'as lu, si quelqu'un a lu Le vent parle encore, le personnage de Jimmy devient, c'est sûr, doublement intéressant. Puis Audrey Duval aussi, tu sais, ces 2 personnages-là. Mais moi, j'aime ça, tu sais, Jimmy puis Audrey,
c'est comme des personnages fétiches pour moi, tu sais, c'est comme le yin et le yang, tu sais. Mais ils existent encore dans ma tête quand je les ramène, tu comprends, Lucas? Ils sont encore vivants, tu sais, j'ai pu écrire Jimmy, puis Jimmy, je le connais comme le fond de ma poche. Audrey, je l'ai fait évoluer un peu. Puis Jimmy, tu sais, je l'aime d'amour, ce personnage-là, parce que je trouve que, en tout cas, il faut avoir lu le vent par encore, j'imagine, mais donc, ça me permettait de les ramener, ça me permettait, moi, de les retrouver. Je sais que ça peut paraître weird, là, tu sais, retrouver des personnages qui sont juste dans ta tête, d'où. Mais moi, j'ai de l'affection pour eux autres, tu sais, ça me fait du bien, je suis content. Tu sais, ils vivent dans ma tête, je suis là, all right, hey, salut, puis là, tu Tu sais. peux pas me convaincre, tu sais. C'est ça, toi, t'es comme ça, toi aussi, t'as la même maladie. Oui, Mais, oui. mais c'est ça. Contagieux. Ouais, c'est ça, mais puis, je trouve qu'en même temps aussi, c'est que ça permet de lier les livres à un moment donné qui se tiennent dans tout ça, tu sais. Tu sais, Mais Jimmy, il Jean-Nicolas, est il y a un rôle fantastique. là-dedans. Hein? Jimmy le Nakota, c'est. Bon, il apparaît très tôt dans le livre. Je pense que c'est le gars qui tient la popote, là. Tu sais, C'est le pops autochtone, en fait, un peu, qui s'occupe des itinérants, qui a une popote roulante, qui les aide, qui est vieux. Mais c'est le sage, à quelque part. C'est aussi Exactement. le sage de la communauté, à quelque part. Oui, exactement. Oui, exactement. C'est le sage de la communauté, tu sais. C'est l'ancien, en fait, pourrait-on dire, tu sais. C'est vraiment un ancien pour des gens qui ont perdu souvent ces repères-là, mais pour qui ça va vouloir dire quelque chose. Fait que, il y a Jimmy, tu sais. Audrey, elle, ben, tu sais, c'est le cowboy, tu sais, c'est la sniper qui va chercher quand il y a besoin, tu sais, d'une mission spéciale, puis elle, c'est une avocate, puis tout ça, puis elle n'est pas autochtone, tu sais. Puis j'ai mis quand même des personnages nouveaux, il y a un personnage qui s'appelle Kaya, qui est un personnage qui, quand il parle, il récite des chansons des Vilains Pingouins seulement. Puis... Moi j'ai ri comme un fou en le lisant parce que ça, j'ai trouvé que c'était nouveau chez Michel. Et on a déjà eu cette conversation-là ensemble par le passé sur l'humour dans la littérature autochtone. Hein, les Autochtones sont des gens qui adorent rire, mais au Québec, force est de constater que l'humour est encore très peu présent dans la littérature des Premières Nations. Et ton livre est magnifique. Je veux dire, le ton est bon et rappelle d'une certaine façon ce qu'on retrouve dans Coucoum, tu sais, dans ta façon d'écrire. Mais maintenant, c'est ponctué à certains moments clés de l'histoire par ce personnage d'une absurdité. En fait, il y a quelque chose de complètement absurde dans ce personnage-là. Moi, je me dis qu'il était sorti de Kitschké, tu sais, je veux dire, c'est... c'est vrai un peu. Ça m'a très influencé dans mon inconscient en te lisant, parce que j'ai lu du Kitschké, tout le monde le sait, j'en ai souvent parlé, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'humour parce que j'aime rire dans la vie, mais je n'ai pas l'impression que je suis quelqu'un qui écrit de façon drôle. Mais dans ce roman-là, comme on est dans un univers, c'est dur, la rue, souvent, etc., mais dans ce monde-là, il y a aussi souvent des personnages qui sont comme ça aussi, tu sais, qui sont... Très colorés. Oui, exactement. Puis j'étais dans mon auto, tu sais, puis je conduisais. Puis comment est venue l'idée d'utiliser Kaya pour Rudy Kaya, le chanteur des Vilains? En fait, le personnage, lui, est pas tellement grand, costaud, chauve. Il y a toujours un vieux perfecto en cuir. Puis quand il parle, il récite des paroles des Vilains Pingouins. Tu sais, il ressemble à Rudy Kaya, hein, en fait. Quand j'étais jeune, dans les années 90, je regardais le gala de la disque, tu sais, puis il y avait dans les finalistes pour meilleure parole, tu sais, il y avait Richard Desjardins, puis là, à un moment donné, Rudy Kaya des Vilains Pingouins. Puis moi, j'étais un New Wave punk. Moi, j'étais Vilains Pingouins, meilleure parole. Ben voyons, non, c'est quoi ça? Puis là, à un moment donné, ils font un résumé des chansons, tu sais, puis des paroles, puis de l'écriture. Puis là, j'étais là, waouh, c'est vrai qu'il écrit bien, ce gars-là. Là. J'aurais écouté ses chansons. Puis je me suis vraiment dit, c'est beau, qu'est-ce qu'il écrit, là, tu sais. C'est moi qui ne prends pas la peine d'écouter. C'est resté là, dans les années 90, ça fait longtemps, nous, là, à un moment donné, je suis dans mon auto, puis là, j'entends Vilain Pingouin. Puis là, là, je trouve que les paroles sont belles, tu sais. Me revient ce souvenir-là de jeunesse, de que, ah oui, j'avais trouvé ça. Puis là, je suis là, ben oui, je pourrais prendre Vilain Pingouin. Là, je suis arrivé chez nous, j'ai commencé à écouter, voir, est-ce que je trouverais dans Vilain Pingouin c'est bien beau de dire ça, mais il faut que ça fitte avec ton livre, tu sais. Puis avec ça l'histoire, bien sûr. Ouais, il faut que ça prouve la richesse quand même de son écriture, parce que ça marche, je pense, dans le roman quand il parle.
c'est weird un peu des fois, mais ça se peut des personnages comme ça. On en rencontre pas juste dans Kitschké, on en rencontre À dans la vie. Montréal. Et puis ça me permet aussi de m'amuser quand j'écris un peu aussi. Puis je trouvais que ça permettait d'enlever un peu de tension parce que il y a beaucoup de. Il y avait quand même beaucoup de tension dans ça. Mais dans ce cas-là, ça permettait de. C'était comme un release tension un peu. Tu sais, dans Cocom, il y avait l'amour entre Thomas et Almanda qui permettait à Almanda de s'échapper de toutes ces choses-là. Dans Le vent en parle encore, il y avait l'amitié entre Virginie et Marie, l'amour entre Virginie et Thomas qui permettait ça. Dans Joe Jackie, on est dans un autre environnement. Fait il fallait que je trouve une autre manière, si on veut, de. Sinon, moi, à un moment donné, si moi-même j'étouffe dans un livre, je me dis que le lecteur va étouffer. Fait que j'essaie de faire en sorte qu'on n'est pas dans quelque chose qui devient intenable, que faut que tu fermes, que tu le reprennes plus tard. Alors, c'était la manière, dans ce cas-là, de façon, je trouve que ça aidait à ça. Ah, tout à fait. Puis en même temps, c'est le fun de voir que tu as pris ce risque-là aussi, parce qu'à quelque part, c'est peut-être pas dans ta façon d'écrire habituelle, tu sais, pour Ouais. laquelle Moi, j'ai on pas de te misère reconnaît. avec ça. Tu sais, genre, je suis pas quelqu'un qui. Je sais que je peux avoir l'air, tu sais, je veux pas dire conventionnel, mais tu sais, comme d'une certaine manière que les gens s'imaginent. Mais Ça, c'est la télé qui oblige ça à ouais, quelque c'est part ça, tu aussi, sais, c'est dans ton la métier. vraie vie, Ouais. tu sais, je suis quelqu'un qui lit toutes sortes d'affaires, qui s'intéresse à toutes sortes d'affaires, fait que qui aime toutes sortes d'affaires aussi. Fait que j'ai pas de misère à le faire. Il faut juste que je le réussisse bien. Tu sais, si je suis pas à l'aise dedans, je le ferai pas juste pour le faire parce que là, tu sais, je n'essaierai pas de danser puis de faire une carrière de danseur pour faire mon intéressant parce que ça va être triste, tu comprends? Mais j'essaie de faire quand je suis capable de faire quelque chose, que je marche, que c'est différent. C'est de la même manière que tous mes livres à peu près soient quand même différents ou pas pareils. Puis ils sont pas tous la même forme. Tu sais, Joe Jackie, il y a une forme linéaire quand même, avec un début en avant qui explique à la fin. Mais Cocom n'était pas comme ça. Tsunami avait une forme linéaire, mais avant ça, Elle et nous était très différent. La Belle Mélancolie aussi. J'essaie de faire en sorte que tous les livres soient pas pareils, puis qu'on n'a pas l'impression qu'on est toujours. Mais tu as raison de dire, par contre, que dans l'écriture, puis c'est pas parce que je voulais faire comme Cocom, c'est que j'ai quand même voulu qu'il y ait une ambiance où, même quand on est en ville, les éléments puis les lieux ont leur importance. Alors, le vent, les odeurs, l'absence d'odeur, la montagne, le fleuve, qui est le même fleuve quand on est à Montréal, quand on est à Noutachquan pour Élie, qui vient de Noutachquan, et qui est plus le même également, mais qui est le même en même temps. La nature, les feuilles, les arbres, tout ça, l'aspect sensoriel dans l'écriture qui est dans Cocom et dans ça aussi, parce que pour moi, c'est autochtone aussi. C'est ce Et tu t'es lien-là aussi. permis même, le temps passe vite, mais moi, il y a une chose qui m'a. En fait, il y a deux choses qui m'a marqué beaucoup dans le recueil. Euh, Michel Jean est reconnu pour son économie de mots. Hein? Je Ouais. pense que c'est quelqu'un qui travaille. Bon, c'est pas de la poésie, mais il y a une belle poétique et souvent, c'est quelqu'un qui travaille en économie de mots. Et dans Tiohtià:ke, on a de courts chapitres. Les chapitres sont courts, et parfois même très courts. Euh, et tu t'es permis certaines envolées poétiques, je devrais dire, dans certains de ces chapitres-là. Bon, qu'on a vu à l'occasion dans tes autres écrits, bien sûr, mais j'ai trouvé que tu t'aventurais plus loin là-dedans. Et en fait, ça m'a agréablement surpris. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu que tu puisses décrire les sentiments d'Élie, particulièrement, par certaines envolées poétiques ou certaines métaphores là, liées à la nature, à l'environnement. J'utilisais des métaphores de façon, tu sais, je comparais ça à la peinture impressionniste. C'est-à-dire que plaqués dans le texte, apparaissent des chapitres qui sont à prime abord, n'ont pas de lien avec l'histoire, mais qui décrivent quelque chose, une image, une émotion, une couleur qui, elle, est en lien avec l'histoire. Donc, c'est pas nécessairement
La personne vient de parler, puis on n'est pas dans la suite de ce qu'il vient de dire. Mais ce qui se passe, ce que c'est décrit, même si ce n'est pas exactement la... Tu sais, à un moment donné, je décris une feuille qui est emportée par le vent. Puis pendant un grand bout de temps, la feuille, c'est la métaphore autour de la feuille qui est emportée par le vent, le vent qui joue avec elle. Puis elle, au début, elle aime ça. Puis à un moment donné, elle se rend compte que ça devient un combat entre la feuille et le vent, puis elle est jetée. Mais à un moment donné, il y a comme un lien avec comment Élie se sent porté par la vie. Puis ça arrive out of the blue d'une certaine manière. Parce que c'est comme une manière impressionniste de mettre à travers ça des choses. C'est comme une manière aussi pour moi d'entrer dans la tête d'Élie sans qu'il ait besoin de te le dire. Il n'est pas obligé de te dire « je me sens comme ceci ». Quand tu lis ça, l'objectif, c'est que tu le vois comment Élie sans qu'Élie te le dise. Ça permet aussi de sortir du personnage, de ce que lui raconte pour faire avancer le récit. Puis en même temps, moi, c'est le fun. J'aime ça écrire ces choses-là. Tu sais, il y a un début de chapitre à un moment donné sur le saumon. Mais tu sais, j'ai dit, bon, tu sais, le saumon, tu sais, les gens admirent le saumon depuis toujours, mais tu sais, c'est quoi le saumon? Mais je fais un parallèle avec le saumon qui retourne à la fin de sa vie sur son territoire, puis les Autochtones qui ont toujours ce besoin-là aussi. Fait que j'aime ça aussi parce que je trouve que ça me permet au plan d'écriture technique, là, on est entre lecteurs, là, mais j'aime le fait que ça me permet justement de faire des images que je ne ferais pas, mettons, en temps normal. Même si ça reste, je ne me prends quand même pas pour quelqu'un de lyrique non plus, mais il y a une part dans ces portions-là. Donc, j'espère que ça enrichit le texte au bout du compte. C'est ça que je veux pas que ce soit linéaire, que ce soit tout pareil. J'essaie de travailler le roman. Tu sais, quand je dis que je travaille mes romans, mais j'essaie de travailler le roman pour que des fois c'est simple, des fois on plaque des choses avec la couleur qui nous sortent, mais on est toujours dans la même émotion. Fait que j'essaie de faire en sorte que je garde le lecteur, tu sais, je l'amène, puis je le divertis tout en l'amenant tranquillement. Il ne s'en rend pas compte, mais on s'en va vers la fin après ça. Ça te fait pas, tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de marcher pendant que tu fais ça. Tu sais. Oui, non, j'ai beaucoup aimé ces envolées-là ou ces chapitres qui étaient davantage au niveau de la métaphore. Là. Puis la structure du livre avec des chapitres courts le permettait aussi, je pense, de capable Ça me permettait d'avancer dans le temps, je trouvais, parce que de faire je des vais pas faire un ellipses roman de intelligentes. 450 pages sur une chose. À un moment donné, je trouve que c'est comme... Puis là, des chapitres courts, des fois, on dirait que ça permet de rythmer, d'avancer dans le temps, de faire des sauts, on avance dans les trucs, puis de passer d'une situation à l'autre. Là, mais bon. Bon, là, parlons des vraies choses. Là. Les titres de chacun des chapitres, là, c'est toi qui trouves ça ou c'est ton éditeur? C'est moi, pourquoi? C'est moi, mais je t'avoue que je passe pas 6 mois à les... Tu sais, je regarde les choses, je vais d'instinct un peu. Mais c'est moi qui les trouve. En fait, mon éditeur, il dit, Michel, tu as oublié 4 chapitres. Là. Il manque 4 titres. Ah, OK, bon, je retourne. Michel, tu m'en as encore oublié 2. Ah, OK, lesquels? Page 223, page 305. OK, je retourne là. Mais Non, mais je trouve ça intéressant parce que ça aussi, ça donne le ton. Hein? C'est une façon de faire que j'aime beaucoup aussi, mais des fois, je me casse la tête, moi, puis je me dis, c'est toujours plus facile de trouver les titres des autres, mais chez toi, ça vient naturellement. T'as pas. ouais, mais honnêtement, tu sais, je regarde des fois quand je l'ai en tête, mais des fois, je rajoute à la fin. Puis je suis là, puis bon, OK, je l'évite, OK. Je cherche un mot ou une phrase très courte, là, ou quelques mots seulement, juste une image qui te donne. Fait que, comme les chapitres sont courts, tu arrives avec un mot ou quelque chose qui te flash quelque chose, tu as déjà comme une idée. Tu es comme prêt à qu'est-ce que ça va dire. Ça te prépare, tu sais. Comme le chapitre n'est pas très long, je trouve que c'est comme je te donne un indice de ce qui s'en vient sans que tu saches nécessairement ce qui se passe. Tu sais. Bon. En tout cas, j'ai adoré Tiohtià:ke. Ça va être disponible la semaine prochaine, donc probablement le 27 Autour du octobre, hein, 24, la sortie. ouais. Alentour de, bon, chez votre libraire préféré, bien sûr. Avec la couverture d'Eroama Washish qui est spectaculairement belle. Puis ça, c'était mon idée. Puis j'étais tellement content qu'elle accepte qu'on utilise une de ses œuvres parce que je trouve que c'est autochtone et urbain. C'est vraiment une des grandes voix autochtones émergentes actuellement. Elle, c'est dans le domaine de l'art visuel. D'ailleurs, je l'avais jumelé pour notre projet Le Legs, l'exposition littéraire Le Legs, d'ailleurs. Je suis content, d'ailleurs. Les gens vont pouvoir voir au Salon du Livre des Premières Nations, là, du 19 l'exposition sera disponible au public du 19 au 21 novembre.
Mais c'est ça, moi, dans le processus, bon, avec ton texte, et je connaissais, bon, le texte dans le cadre de l'exposition Le Legs, c'est un texte vraiment sur la rencontre du religieux, hein, des Ouais. missionnaires avec des Inuits, et je savais que Iruma travaillait beaucoup sur le sacré et le syncrétisme. Donc, pour moi, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois par le passé là, comme commissaire avec Iruma, puis c'était un match parfait pour moi. Et Ah ouais. quand j'ai vu ta couverture, j'ai dit, ah ben, tabarouette, Michel, il a été recherché Iruma pour ça. Puis, Ben, quand on a fait la couverture, tu sais, comme Marie Paradis qui a fait des couvertures de Hatouk et de Kokum qui sont magnifiques. Là. Je veux dire, moi, j'ai pleuré quand je les ai vus. Là, elle a eu une promotion. Elle est rendue notre grande patronne à Livrex. Elle est directrice je ne sais pas exactement son titre, là, mais directrice éditoriale, quelque chose comme ça. Fait qu'elle ne fait plus les couvertures. Puis là, fait que là, je me suis dit, bon, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, là, j'aimerais ça si on est capable de faire quelque chose avec ce qui est Iruma Washish Chapin. Parce que quand je regarde ces toiles, ça me parle toujours. Puis, comme je disais tantôt, Iruma Washish, c'est urbain et autochtone. Puis le roman, c'est exactement ça. Fait que je suis sûr qu'on va trouver quelque chose là. Puis quand ils ont pris, en fait, ils ont pris une toile qui est comme qui s'ouvre. On a comme pris la moitié. Puis derrière, on va voir sur la C4 de la livre l'œuvre au complet des Ruoma. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, tellement. C'est tellement ça. Puis ouais. jamais, par fierté personnelle, jamais qu'il y ait un livre de Michel Jean avec Iruma Washish sur la page couverture. Tu comprends-tu? Ça me faisait une fierté personnelle. Je me disais, wow, tu quand même. Fait que ouais, j'étais content. Puis, tu sais, je le sais que c'est pas pour ça que tu l'as choisi, mais au niveau marketing, là, c'est très vendeur parce qu'à la limite, même si quelqu'un aimerait pas le livre, dans une bibliothèque, c'est une œuvre extraordinaire. Mais moi, je fais toujours attention aux couvertures. J'ai souvent été gâté dans les couvertures parce que j'attache beaucoup d'importance à la couverture, parce que comme lecteur, j'attache de l'importance à la couverture, tout en sachant que c'est pas nécessairement ce que moi je pense qui est la meilleure couverture qui va l'être. Pas parce que tu es l'écrivain que tu sais vraiment. Il faut se fier aussi aux gens qui sont autour de toi, qui t'entourent dans ton équipe, dont c'est le travail. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, faut être réaliste. Tu n'es pas champion du monde dans tout. Mais c'est sûr. Mais c'était pas tellement. C'était vraiment de. Je voulais avoir l'opportunité d'avoir mon nom et son nom sur la même œuvre. Je sais pas si. Tu sais, je dis ça en toute modestie, là, tu sais. Je me disais, c'était comme pour moi un honneur, tu sais, que mon nom, son nom soit sur mon livre, puis qu'on soit sur le même projet. Puis là, je me disais, ça va être le fun, tu sais. Fait que je suis content que ça ait marché. Ben, génial. Moi, parce que moi aussi, tu sais, Roma, c'est quand même une bonne amie à moi depuis longtemps. Puis, ça ne pouvait être une meilleure couverture pour ton nouveau livre. Puis je suis sûr qu'elle va être très, très fière, elle aussi. Là-dessus, Michel, le temps passe vite. L'heure est déjà passée. Donc, malheureusement, il faut déjà qu'on se dise au revoir. Yo! On aura l'occasion de se revoir bientôt au Salon du Livre des Premières Nations, de toute façon. Fait que les gens vont nous voir d'ailleurs parce que c'est toujours une belle occasion, c'est toujours la fun. Oui, puis bon, surtout pour un 10e anniversaire, il ne faut pas manquer ça. Et ben, merci sincèrement d'avoir participé à cette rencontre-là dans le cadre de Québec en toutes lettres, festival que j'ai à cœur. Et moi, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec toi et avec, évidemment, les festivaliers, non seulement de Québec, mais évidemment de partout dans le monde avec la formule virtuelle. Tiens, Ina, merci, Michel. Chinashkumin, mon ami.